Allez, c'est parti pour la revue de presse de la semaine, si tant est qu'on puisse avoir une revue de presse et qu'on le fasse chaque semaine. Ouais, ça serait pas mal. Bonne discipline à tenir. On a vu, le principal de l'information quand même, c'est que, mais oui, la guerre est finie. Ça, c'est le plus important. On avait un petit truc ici, attends, je le retrouve tout de suite. Ça, on va y passer un petit moment. Voilà, on s'était arrêté là. Enfin, en fait, j'avais oublié un truc important parce que j'avais passé en revue cet article, mais j'avais pas lu l'essentiel. Enfin, je l'avais lu, mais j'avais oublié de le lire à voix haute. Parce que le plus important, c'est... on m'a demandé de parler de multipolarité. À ce moment-là, Lavrov est en train de s'exprimer face à des jeunes, donc qui procède à ce qu'on appelle de l'éducation. C'est intéressant quand même de savoir ce qu'on met dans la tête des jeunes en Russie. Et on m'a demandé de parler de multipolarité. Dans un contexte où, dans un autre, le secrétaire de presse du président, Dimitri Peskov, a évoqué les problèmes internationaux et ce à quoi la Russie est actuellement confrontée sur la scène internationale. Le terme de multipolarité, et c'est là que c'est très important parce que en ce moment les Russes sont en train de créer, il va l'expliquer plus tard, il l'explique juste là dans cette phrase, un nouveau dictionnaire. Alors le terme de multipolarité est bien présenté dans le vocabulaire diplomatique international grâce à la Russie. Eux-mêmes, ils sont en train de construire un nouveau dictionnaire du vocabulaire diplomatique. C'est très important. On l'a vu la dernière fois sur le terme du néonazisme, qui donc a acquis une définition stricte de façon à éviter les quiproquos, par exemple. C'est très important parce que le langage c'est vraiment le centre de la communication et puis il y a un énorme problème de communication entre les Russes et les et les Occidentaux en termes général parce que les termes donnés aux mots peuvent être tellement fluides et malléables que l'arnaque est toujours possible. Donc si on n'emploie pas des mots qui sont corrects, la communication n'est pas possible et donc la guerre. Et si on veut éviter la guerre, il faut avoir une communication qui soit correcte. C'est vraiment la moindre des choses. Et donc voilà l'importance quand même d'avoir un vocabulaire diplomatique international, dans lequel la Russie a introduit le terme de multipolarité pour être clair. Alors il a été utilisé pour la première fois par l'un de mes grands prédécesseurs, je ne vais pas dire son nom aussi, Yevgeny Primakov, au milieu des années 90, lorsqu'il dirigeait notre ministère. Les années 90, c'est l'époque de Gorbatchev et c'est l'époque où on a procédé au désarmement nucléaire grâce au traité START 1. Et, euh, et évidemment le traité FNI qui est né à ce moment-là aussi. Alors, il a été utilisé ce terme pour la première fois par l'un de mes prédécesseurs, nanana, au milieu des années 90, lorsqu'il dirigeait notre ministère. À l'époque, ce terme était accueilli avec scepticisme, car quelques années seulement après, s'était écoulé depuis la fin de l'Union soviétique et du camp socialiste, qui lui aujourd'hui représente le nouvel ordre mondial dont on va parler aujourd'hui, rapidement. Si, quand même, on va l'introduire, parce que ça va être notre sujet de conversation principal. Ensuite, dans les années qui viennent, l'Occident a annoncé que c'était la fin de l'histoire. À ce moment-là, ça signifiait que l'idéologie libérale occidentale dominerait désormais notre planète. Ce qui n'a pas duré finalement très longtemps. Le terme de multipolarité prend son origine à l'époque de l'extension de l'OTAN, il avait été établi ce qu'il appelle un concept fondateur, l'acte fondateur qui a été conclu dans nos relations avec l'OTAN en 97, qui stipulait clairement, et là il va expliquer le premier concept, c'est celui de la sécurité indivisible, que je vais expliquer plus précisément. La sécurité doit être égale et indivisible. Chaque individu a le droit de choisir ses alliances, mais en même temps, aucun pays n'a le droit de renforcer sa sécurité au détriment de celle des autres. C'est très important parce que ici on a
le principe de réciprocité. Si on veut établir des relations, quelles que soient ces relations commerciales ou diplomatiques, ou de toutes les manières que ce soit, dans tous les échanges et la communication, le principe de la réciprocité est la garantie que ce qui est compris d'un côté est compris de l'autre, et que ce qui est appliqué à l'un est applicable à l'autre. Et il doit toujours y avoir une mesure de détachement des accords qui sont pris, à condition que chacun se soit correctement entendu sur les accords. Enfin voilà, c'est très important. En fait, ça procède du fameux adage de Jésus: ne fais point aux autres ce que tu ne voudrais point qu'ils ne te fassent, pour le dire simplement. Mais c'est vraiment sur un plan commercial, par exemple, on ne peut pas établir de relations commerciales s'il n'y a pas cette forme de réciprocité qui consiste à pouvoir inverser l'opération en cours. Donc l'opération doit être valable dans les deux sens. Si toi tu vends une chose à l'autre, l'autre doit pouvoir te vendre la même chose au même prix. Ça c'est assez élémentaire. Mais c'est comme ça aussi que le système économique est fondé. C'est comme ça qu'on établit une équivalence entre ce qui est vendu et ce qui est acheté. Donc le terme de réciprocité, il est vraiment fondé dans la pratique. Et surtout, le plus important à retenir, c'est qu'il est fonctionnel, et que sans lui, il n'y a pas de fonctionnalité dans les échanges. Donc si on a des échanges qui sont unilatéraux, par exemple, des échanges qui sont unilatéraux, dans ce cas, on brise le principe de réciprocité, parce qu'il n'est pas possible d'inverser ces actes qui ont été commis. Précisément dans la politique de relations internationales qui est établie par la Russie, ils s'amusent comme des enfants qui répètent toujours ce que dit l'autre, comme des perroquets, on peut dire ça, à réitérer, rétorquer, riposter à toutes les attaques qui leur sont faites d'une manière absolument équivalente. Ça, c'est très important. Vous avez tous constaté ce phénomène. Si on a des sanctions, on a des contre-sanctions. Si on a des diplomates qui sont exclus, eux, ils excluent des diplomates. Ils font toujours la même chose que ce qu'on leur fait. La même chose symétriquement. Et ils vont jamais plus loin. Il n'y a pas de vengeance, rien. C'est uniquement, t'as décidé qu'on fait ça, alors on fait ça. En faisant ça, j'ai l'impression ils essayent d'éduquer l'Occident à ne pas commettre d'actes unilatéral, en espérant à chaque fois que leur acte unilatéral ait les conséquences escomptées. En général, ils s'attendent à ce qu'il n'y ait pas de réaction, à ce que les gens se soumettent. Et ça, c'est hors de question. On est donc dans ce contexte de volonté de soumission et de défense contre la soumission. La réciprocité, c'est donc un élément fondateur premièrement, ce qu'il appelle le principe de sécurité indivisible, disant que la sécurité des uns ne doit pas être faite au détriment de celle des autres, et donc, dans un sens plus large, de la multipolarité en termes généraux. Donc sur ce chapitre, je te le mets, les pays membres de l'OTAN ne veulent même pas entendre parler du monde multipolaire. Et là c'est intéressant parce qu'il explique que bien que tout le monde soit d'accord sur le principe des droits de l'homme, dès que nous proposons dans le cadre d'une coordination avec les pays occidentaux des documents ainsi libellés, c'est-à-dire sous l'égide des droits de l'homme, pour souligner que l'état de droit et les valeurs démocratiques doivent également être encouragés dans les relations internationales, et non pas à l'intérieur d'un pays, mais sur la scène internationale, on a bien dit, on nous répond qu'on ne le fera pas pour l'instant et qu'on refuse de réaffirmer un engagement en faveur d'une approche démocratique des affaires mondiales. Ceci est en contradiction directe avec le principe inscrit dans la Charte des Nations Unies, qui est le précurseur du monde multipolaire et qui sert de pilier sur lequel repose le respect de l'égalité souveraine des pays.
nos partenaires occidentaux ne respectent pas l'égalité souveraine des pays et ne veulent pas d'un monde multipolaire. Ils ont déclaré un monde unipolaire. Ce qui était vraiment un passage extrêmement intéressant parce que dès qu'il s'agit des affaires internationales, donc comme on vient de le dire, tout d'un coup, les éléments de la Charte des Nations Unies ne passent plus. Et ce qui est intéressant aussi à nouveau, c'est de remarquer que la Russie agit en défense de la Charte des Nations Unies. Le principal défenseur de cette charte, qui est élémentaire, qui est l'équivalent des droits de l'homme pour les pays, c'est la Russie. Elle la présente comme un précurseur du monde unipolaire. Et c'est intéressant aussi parce que cette charte a de précurseurs le fait qu'elle soit écrite non pas en conséquence des actions commises dans le passé, mais en prévision des actions possibles dans le futur. C'est dans cet esprit qu'ont été écrits les articles de la charte de l'ONU. Évidemment, il y a eu l'inspiration de la Deuxième Guerre mondiale, mais principalement, il y a des choses qui sont carrément d'ordre philosophique dans cette charte, tout comme dans les droits de l'homme, on peut l'établir facilement. Donc, en fait, c'est ce qui se passe quand on écrit des lois. Une loi est généraliste, elle s'applique pour tout élément qui. Le pour tout élément, c'est un symbole mathématique qu'on utilise en mathématiques, le pour tout. Et dans ce cas, dès qu'on utilise le pour tout, on veut dire que notre proposition est une loi. Si la loi est valable pour tout, donc si l'hypothèse est valable pour tout, c'est une loi. Donc l'approche des lois est vraiment très, très caractéristique et c'est vraiment important de comprendre l'esprit dans lequel c'est écrit. C'est pour ça que le terme de précurseur n'est pas du tout anodin dans cette histoire. Et on peut donc établir de façon philosophique et purement fonctionnelle, logique, que la Charte des Nations Unies inspire un monde multipolaire. C'est vraiment élémentaire. C'est très important de le comprendre. Alors par exemple, dans les pratiques occidentales, ils continuent dans sa foulée. Récemment, ils ont jugé qu'il était nécessaire de dissuader la Chine, car elle a acquis une trop grande influence sur l'économie, la finance et le commerce mondiaux. Il aurait dû y avoir écrit le commerce mondial, mais bon, c'est pas grave. Il est essentiel de réformer l'OMC, le FMI, la Banque mondiale pour rendre unipolaires ces systèmes monétaires, commerciaux et de change. Et soi-disant, il est nécessaire d'expliquer à la Chine qu'un monde bipolaire n'est pas nécessaire. C'est ce que veut l'Occident en fait. Et donc, il explique que c'est pour ça que la Chine n'est pas heureuse aujourd'hui. La mondialisation, qui était présentée comme multipolaire, a été créée, en réalité, a créé les conditions que tous les autres que les États-Unis, travaillent sur la base imaginée par l'Occident. Tout le monde était prêt à s'en accommoder. L'OMC, que nous avons cherché à intégrer et que nous n'avons pas intégré, le FMI et la Banque mondiale ont tous travaillé dans ces conditions dans le but de conserver l'unipolarité et la prééminence des États-Unis surtout. Et pourtant, malgré ça, dès que des pays réussissaient le mieux dans ces domaines et ont commencé à apparaître avec ces conditions, en suivant les règles du jeu occidental, les pays qui vont établir un monde multipolaire, donc la Chine, l'Inde et les autres grands pays, Amérique du Sud, etc. L'Occident a immédiatement décidé de réécrire les règles, comme on dit, ils ont décidé de déplacer les poteaux de but pendant le jeu. Et ça, c'est effectivement ce fameux ordre fondé sur les règles, le fait que les règles soient imposées par autoritarisme, qu'elles soient totalitaires et inacceptables sur le jeu international. Objectivement, cette tendance ne va nulle part et ne fait que se renforcer. La tendance consiste en un renforcement de ce caractère multipolaire. La vraie tendance, il veut dire actuelle. La première tendance, il parlait de celle d'Occident. Et dans la réalité, par contre, c'est les caractères multipolaires qui se renforcent nécessairement, car de nouveaux centres de croissance économique et de puissance financière apparaissent en réalité, ils sont déjà apparus.
Alors aujourd'hui, bah voilà, l'Occident tente fébrilement d'entraver ces processus, agonisant dans sa réponse aux actions de la Russie pour défendre ses intérêts légitimes. Mais la vie prendra le dessus. Il ne fait aucun doute que le monde sera multipolaire. Voilà ce qu'il dit, notre ami. Il ajoute, ça c'est important parce que je m'en suis servi ensuite, les grandes nations qui se respectent, ne se contenteront pas du rôle que l'Occident veut leur attribuer. Là, on avait encore pas mal d'éléments dans d'autres déclarations de Lavrov qui rejoignent ceci, c'est-à-dire le rôle d'observateur obéissant. Comme on l'a vu notamment, bon, on l'a vu cette semaine et la semaine dernière un petit peu avec le sommet des Amériques. C'est exactement ça. Il est boycotté par tous les pays d'Amérique du Sud. Au sommet des Amériques qui est organisé par les États-Unis. Et ce qui se passe, c'est que les pays ont leur fierté. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas être simplement des observateurs obéissants des nouvelles lois et règlements qui auront été établis pour l'Amérique du Sud par les États-Unis. Aucun régime colonial dans l'histoire ne dure longtemps et ne reste durable. Parce que les gens y finissent par avoir leur dignité. Du point de vue de l'histoire et de la politique mondiale, notre cause, celle de la multipolarité, est juste. Ou en tout cas, celle de leur souveraineté. Voilà, ensuite il continue avec les questions et les réponses. Vous pouvez le lire, on l'avait déjà vu la semaine dernière cet article, hein, mais je voulais revenir sur ces quelques points. C'était quand même extrêmement important. Alors comment l'Europe est poussée au suicide économique, on en a fait des articles là-dessus. Un énorme article de 50 minutes de Maurice Lemoine sur le Honduras, narco-État. Et là, ça commence les questionnements. Après la guerre de l'OTAN en Ukraine, enfin, une véritable communauté internationale. Une bonne question. Alors ça, il s'est passé ça cette semaine, on va y revenir plus tard, sur le coup d'état furtif de l'OMS pour dicter le programme de santé mondiale. Furtif, hein, parce qu'après, c'est vite fait remettre à sa place. Dans C'est quoi le problème avec l'Allemagne, Mike Whitney se demande mais qu'est-ce qu'ils ont ces Allemands, guerre après guerre, ils reprennent toujours les mauvaises habitudes. Alors, autant, nanana. Large consensus lors de la réunion des BRICS en période de turbulence et de transformation. Là, on peut faire un petit tour parce que les BRICS en ce moment, ils sont illuminés d'une nouvelle lumière. Un consensus sur le renforcement du rôle des économies émergentes dans la gouvernance mondiale inclusive, le soutien aux négociations Russie-Ukraine, la lutte contre le terrorisme, les contrôles des armements, et l'éventuelle expansion des BRICS qui est quasiment actée. Je te envoie directement sur la partie qui nous intéresse. Les BRICS visent à promouvoir des concepts sains, positifs et sécuritaires grâce à des avantages mutuels et à l'inclusion. Ce n'est pas comme les États-Unis qui veulent saper les développements économiques et durables des économies émergentes du monde en créant une confrontation politique de blocs sur une posture hégémonique. Le mécanisme des BRICS offre aux pays en développement une alternative appropriée au programme anti-mondialisation des États-Unis. Générateur de crise et de perturbations, et son expansion est inévitable, a déclaré notre expert. Il y a quelque chose de ce que disait Lavrov. C'était pour dire que c'était pas le seul à le dire dans son coin, c'était pas son commentaire, c'était pas son analyse. Lavrov, il fait un petit peu comme Poutine le fait avec la Russie, ils prennent le pouls des opinions et des envies et des besoins de chacun, et en tant que grand communicant, il en fait une synthèse, il explique ce qui se passe. Là, à ce moment-là, il s'est passé un truc extrêmement intéressant, l'OTSC. Si vous ne savez pas ce qu'est l'OTSC, j'ai ici 5 articles sur la question où on a
les, toutes les interventions, toutes les allocutions des intervenants des pays de l'OTSC. Le système unipolaire de l'ordre mondial appartient irrémédiablement au passé, mais l'Occident collectif mène une lutte acharnée pour maintenir ses positions, en vain, et faut-il préciser. Et dans cette série d'articles, alors en fait, ça s'est passé à Moscou, mais à la demande du président, la présidence tournante de l'OTSC, qui était la Pologne, je crois, à ce moment-là. Donc ils ont été gentils, donc ils ont dit on va se mettre à Moscou pour rendre service à notre ami Poutine. On a voilà une petite clique de présidents de tous ces pays. En fait, alors il expliquait que ça c'était le jour de l'anniversaire des 30 ans du traité de sécurité collective et des 20 ans de l'organisation du traité de sécurité collective, donc de l'OTSC. Et donc là, ils ont fait encore un nouvel anniversaire parce qu'ils ont scellé leur alliance sur des nouveaux objectifs. En gros, pour résumer, ça se concrétise par une assistance mutuelle en cas de guerre. Et c'est le principal thème de leur conversation. Donc on a les déclarations des uns et des autres. Alors lui c'était Loukachenko, président de Biélorussie. Bélarus c'est un terme anglais, hein, les gars. C'est pour dire que ça s'appelle la Biélorussie. Et donc bon, on aura toutes les autres discussions de tous les présidents de chaque pays. Il n'y en a que 5. Mais voilà, c'est quand même extrêmement intéressant de lire tout ça parce que on peut avoir leur état d'esprit et le, le fait qu'ils soient organisés et pas de façon pacifique et dans un esprit d'entraide, et ça c'est très important. Et en fait, ce système de l'OTSC est voué à se répandre et se déployer en accueillant le maximum de pays possible dans ce système qui est un peu correspondant à l'OTAN en fait, l'OTAN asiatique. Et si on a la Russie, l'Iran et l'Inde créer un troisième pôle d'influence dans les relations internationales, c'est en rapport avec le Pakistan, cette histoire, euh, où les États-Unis essayent d'avancer leur pion, et donc il y a toute une histoire dans cette affaire. Euh, En fait, en termes généraux, quand ce système de nouvelles euh, alliances eurasiatiques va créer une nouvelle reconfiguration des relations entre les pays et principalement il y a beaucoup de conflits en perspective et aussi de paix dans des pays qui avant étaient en guerre qui sont en perspective et le but de toute façon c'est d'amener le maximum de paix au maximum d'endroits. Donc c'est une reconfiguration qui a cet objectif. Ici, la question est celle de la relation entre la Russie et le Pakistan. Et alors il explique qu'il ne fait aucun doute que l'axe Russie est en train d'assembler avec l'Iran et l'Inde, donc ça fait un axe. Euh, que l'axe Russie est en train de se renforcer. Ces trois pays poursuivant ensemble la création d'un troisième pôle d'influence dans les relations internationales, la réussite de ce projet dresse le monde à progresser dans le dépassement de la phase intermédiaire du bi-multipolaire actuel vers de la transition systémique mondiale et par conséquent créera davantage d'opportunités pour les autres pays de renforcer leur autonomie stratégique dans la nouvelle guerre froide. Ça c'est signé de toute façon Andrew Korybko que nous suivons de très près. Alors là, nous avons un article de 50 minutes, c'est celui-là auquel je pensais au début, qu'il faut absolument pas manquer, et il faut se le taper en entier, de Sergei Glaziev. Alors c'est un article qui, en fait, le prologue de son livre The Last World War, qui date de 2016 quand même. Et donc, Monsieur Glaziev s'est récemment fait connaître dans l'économie comme celui qui a proposé au président Poutine la mesure couronnée de succès consistant à payer l'énergie russe en roubles, mais pas seulement, parce que c'est lui qui était l'architecte du nouveau système monétaire qui va unir le nouvel ordre mondial, comme il l'appelle lui-même.
Et dans cet article, il parle de beaucoup de choses qui sont toutes d'actualité, rien n'est périmé, tout est valable 5 ans, enfin 7 ans après presque. Euh, il parle notamment énormément de la guerre hybride, de techniques de guerre cognitive. Tiens, on peut faire une recherche cognitive. Par exemple, à l'époque, les dirigeants russes, y compris la plupart des dirigeants des républiques de l'Union, étaient affectés par une arme cognitive, une compréhension erronée des modèles de développement socio-économique imposés par les agents d'influence occidentaux, les valeurs humaines universelles, le droit de l'homme, peu crédibles, enfin des interprétations et des repères fantômes pour la démocratie de marché. En fait, il expliquait, alors c'est vraiment un super article, parce qu'il y a vraiment plein de choses de ce genre dedans, comment l'URSS s'est effondrée à cause de cette guerre cognitive qui était déjà active. Elle était active. En fait, il revient sur les 200 ans de guerre de l'histoire des États-Unis, où la guerre cognitive a toujours été un modus operandi. Et ça a eu lieu partout. Et en fait, il explique aussi que dans tous les moments historiques où le destin du monde aurait pu basculer positivement, ça n'a pas été le cas à cause de cette guerre hybride qui existait déjà il y a 200 ans et dans toutes les guerres précédentes. Ça, c'est extrêmement important. Il explique notamment que, y compris les politiciens, les journalistes, c'est pas qu'ils mentent, on les accuse toujours de désinformation, de propagande, ce sont des termes qui sont très utilisés, mais dans sa façon de voir les choses, lui, il explique qu'ils sont complètement plus que désinformés eux-mêmes, ils sont formatés par cette guerre cognitive. On les formate déjà à l'école, et notamment, il explique aussi à un moment très intéressant alors je te sors ça, sur le Heartland. Voilà. Le Heartland est une tradition géopolitique européenne considérée comme la détentrice du Heartland mythologique dans la domination, selon les géopoliticiens anglo-allemands, garantit le contrôle du monde. Et c'est cette croyance-là, qui explique les stratégies militaires occidentales qui sont jamais couronnées de succès parce que c'est le prémisse initial de toute leur stratégie, de penser en termes de Heartland, qui fait qu'ils se plantent à la fin. C'est pas du tout de cette manière que la stratégie russe conçoit les relations internationales. Ça, c'est vraiment important. Nous, on parle aussi des fois de troisième Rome, etc. Ben ça, quand on parle de troisième Rome en parlant de la Russie, c'est encore une vision occidentale de la chose. C'est pas la leur. La leur, elle est polyforme, en tout cas, elle est aussi bien polygéométrique que polyforme. C'est-à-dire qu'elle est multifactorielle. C'est ça qui est intéressant à savoir. Et donc, ils prennent en compte les éléments qui sont nécessaires à la réflexion dans chaque réflexion. Ils n'ont pas un paradigme central qui va diriger leur opinion. Et ça c'est ce qui oppose la psychologie occidentale et la psychologie orientale. Voilà le genre de choses pour lesquelles cet article est extrêmement intéressant. Les notes que j'ai prises ici, elles sont interminablement longues. Rien que les notes, ça pourrait faire un article entier. Donc je vais pas les lire toutes. Je vais pas les lire du tout. En tout cas, pour le thème du jour qui nous intéresse, il y a peut-être ça. Ni le socialisme, ni la crise du capitalisme n'ont disparu. Le premier, cependant, a acquis une spécificité chinoise et a intégré des mécanismes d'auto-organisation du marché, donnant naissance à un nouveau type de relations socio-économiques qui, il y a un demi-siècle, Monsieur P. Sorokin a providentiellement appelé un système intégral. Il développe ensuite ce thème. Et un quart de siècle après l'effondrement de l'URSS, l'idée socialiste s'est renouvelée et a démontré à nouveau sa supériorité sur le monde du capital. Ce dernier, dans sa compétition avec le socialisme chinois, répète la même technique que celle utilisée par les puissances occidentales contre l'URSS. Ça, c'est quelque chose qui a été repris encore par d'autres auteurs ces temps-ci. Cultiver des régimes agressifs archaïques, dotés d'une idéologie militante, nazie ou quasi religieuse, pour les opposer à leurs rivaux géopolitiques. Donc la guerre par proxy. Là, on est en 2016. Hein. Il explique déjà ce qui se passe actuellement.
sur la prédictibilité des actions irrationnelles, sur la posture de l'UE, le fait que l'histoire a été grandement impactée par toujours la même pratique de la guerre irrationnelle. Euh, Manipulation mentale, l'URSS, sur l'âme cognitive, ça c'était intéressant parce qu'il explique, en gros, le but c'est de discréditer des pensées jugées arriérées, etc. À une époque où en URSS, en fait, ici, c'est ça qui s'est passé. Là, on leur a présenté une nouvelle idée moderne des relations internationales et donc euh, l'image de ce dernier n'était qu'une brume rosée, tandis que les déficiences de l'ordre des choses existants, étaient perçues extérieurement et semblaient irréparables. Dans le même temps, les détenteurs de la connaissance et de l'expérience historique ont été discrédités comme étant arriérés et orthodoxes. C'est-à-dire que ceux qui savent, on les discrédite, et ceux qui nous disent des brumes rosées sont euh, perçus positivement. Bon, c'est à peu près l'idée. Le monopole de la création monétaire. Et ça, c'était intéressant parce qu'à ce moment-là, il explique, que c'est un truc qu'on comprend que en lisant ça. Le but des États-Unis, à long terme, en fait, c'est d'être le seul à la parenthèse de type crochet, crochet. euh, euh, le fonctionnement des États-Unis, c'est de fabriquer de l'argent à volonté, de la fausse monnaie, pour acheter tout ce qu'ils veulent dans le monde. C'est trop facile comme technique. Ça permet de faire tout ce qu'on veut. Évidemment, si les autres le font aussi, ça marche plus leur affaire. Donc, est-ce qu'il y a des règles? On va fonder l'ordre sur des règles, etc. Ok. Le système monétaire oriental, asiatique qui apparaît, lui, il sera fondé sur un panier de ressources et donc sur des valeurs réellement existantes. Donc on ne pourra pas tricher avec la monnaie. Ça va rentrer en concurrence avec le système américain qui, lui, se permet de pouvoir acheter tout ce qu'il veut, de créer de la dette à l'infini. Euh, voilà, ils en ont rien à foutre et ils ont tout pouvoir grâce à l'argent. Et là, il explique justement le monopole de la création monétaire. Le monopole de l'émission monétaire est la base du pouvoir de l'oligarchie financière occidentale, dont les intérêts sont servis par une machine politico-militaire des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN. Après l'effondrement de l'URSS et la désintégration du système mondial du socialisme qui lui était associé, cette puissance est devenue mondiale et le leadership américain semblait définitif. Cependant, tout système économique a des limites à son développement, déterminées par les schémas de reproduction de sa structure technologique institutionnelle. En tout cas, tout se périme avec le temps, mais on voyait bien que leur but à long terme, c'était de devenir le seul et unique euh, euh, créateur monétaire. Ça, c'est vraiment pertinent quand même. Sur la perte de l'Amérique du Sud, le protectionnisme aura conduit à la ruine globale. C'est pour dire, aujourd'hui, l'empire financier américain est devenu un tel frein, entraînant toutes les ressources de la planète au service de la pyramide croissante de la dette américaine. Le volume de la dette nationale a atteint une croissance exponentielle et les valeurs de toutes les obligations de la dette américaine dépassent déjà le PIB américain de plus d'un ordre de grandeur. Ce qui indique l'effondrement imminent des États-Unis avec lui et de l'ensemble du système financier occidental. Intéressant de le noter, en 2016, tiens là ça c'est le moment où il dit les dirigeants eux-mêmes sont la cible de la guerre cognitive. Voilà, les journalistes ils sont encore, c'est une itération de ça quoi, ils sont encore en dessous de ça. Mais ce sont les dirigeants eux-mêmes qui, l'arme cognitive joue un rôle clé à cet égard. Elle consiste à vaincre l'esprit des dirigeants nationaux par une compréhension erronée de l'essence des événements en cours et des significations souhaitées pour l'agression américaine. Ça, c'est important. On se demande ce qu'il y a dans la tête des politiciens. Eh ben, ils ont des réunions spéciales pour ça. et on leur ment. C'est ça qui est terrible, c'est que les politiciens eux-mêmes sont dupés totalement dans l'histoire. En fait, on avait des chiffres comme quoi il y aurait quelque chose comme un cinquième d'entre eux qui sont parfaitement dans la confidence, mais qui évidemment continuent à serrer la main et à sourire tout en ne disant rien. Ça, en fait, cette remarque était valable pour l'imminence du crash économique et d'autres choses, mais en fait, c'est vraiment une question de compréhension de la réalité de la géopolitique.
C'est-à-dire à quel point ils se prennent pour des cons les uns les autres, hein, quand même. Et ça marche très bien. Il est nécessaire de gagner la confiance de l'ennemi et d'empêcher de développer une vision objective de ce qui se passe. La première est obtenue par la flatterie, la corruption et la tromperie. La seconde est obtenue en discréditant la communauté d'experts nationaux et en remplaçant par des agents d'influence, en promouvant dans toutes les structures du pouvoir des médias et des hautes sphères économiques, culturelles et intellectuelles de la société. Voilà, comme ça il le dit textuellement. Et ça marche très bien. L'espace occidental se rétrécit. Pour lutter contre la guerre cognitive, il faut dédollariser. Hein, intéressant, hein, comme relation entre de cause à effet. Ça, c'est novateur, c'est intelligent. En dédollarisant et en déstabilisant l'économie, la Russie ne gagnerait pas seulement dans son indépendance, mais pourrait aussi retrouver son potentiel scientifique et productif. Alors ça, on va y revenir, tu vas voir, il va être long cet article aujourd'hui. Et affaiblir la capacité d'agression des États-Unis fondée sur l'utilisation du dollar comme monnaie mondiale et qui leur permet de financer une guerre hybride aux dépens de l'ennemi. Tout le monde est son ennemi. Et sur la base de cette vérité, il faut saisir l'initiative stratégique de résoudre la crise ukrainienne de 2016 sur la plateforme idéologique et politique du tribunal de Nuremberg. Et c'est ce qui va sûrement arriver. Là, il a un petit mot pour la Chine aussi, pour dire qu'en gros, en fait, ils poursuivent leur propre intérêt, ils sont très très axés sur leur propre intérêt, et s'ils n'ont pas de problème dans les relations internationales, c'est justement pour éviter de se provoquer des problèmes à eux-mêmes. Donc ils ont une philosophie qui est comme ça, et par contre, la philosophie de la Russie dans ce schéma est très complémentaire avec celle de la Chine, et ça c'est vraiment très intéressant parce que alors bien que la Chine n'ait pas fait l'expérience historique en matière de politique mondiale, elle a une stratégie de développement qui est claire. La Russie a une expérience politique mondiale, mais pas de stratégie de développement. Ça, c'est un constat. Pour l'instant en tout cas, et en ce moment c'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train d'établir une stratégie de développement. C'est une première pour eux. Sans elle et sans une mise en œuvre cohérente, l'expérience historique ne sera d'aucune utilité. Expérience historique dont il a parlé précédemment sur les 200 ans de guerre, où notamment il a été question du fait que, entre parenthèses, l'Europe aurait très bien pu aller jusqu'à Moscou et tout le monde aurait vécu en paix et ça aurait été formidable et merveilleux. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Hein. Pour ne pas se retrouver à nouveau dans la périphérie, et non pas des États-Unis mais de la Chine, elle a besoin d'une idéologie et d'une stratégie de développement. Cette idéologie de la synthèse néoconservatrice de la tradition religieuse, du socialisme, de la démocratie et de l'économie de marché planifiée dans un système global a été élaborée en termes généraux. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Et après, bon, on va sur la dimension existentielle du nazisme ukrainien. Ok, ça c'était toujours en 2016. Donc voilà, si tu veux avoir un bon film ce soir à la télé, je te conseille Sergei Glaziev, The Last World War. Comment les États-Unis ont commencé à bouger et perdre. Vraiment, vraiment, il est super puissant, on l'adore. Bon, bah du coup, on va faire une rupture ici et on arrive après pour la suite.